On termine la semaine de réseau avec les plus belles histoires de l'actu d'Internet et un invité de prestige, Mehdi Maizi. Il est avec nous. Mehdi Maizi. Je sais pas quoi dire sur lui qui n'a pas déjà été dit. J'aurais pu vous raconter son enfance secrète dans le désert, élevé par des fennecs et une panthère avant de devenir champion du monde UFC, mais ça ne serait pas vrai puisque je viens de faire un mélange catastrophique entre l'histoire de Mowgli et Francis Ngannou. L'histoire de Mehdi Maizi, c'est celle d'un glow-up, un jeune étudiant en école de commerce qui prenait des selfies mal éclairés, muni d'un sac en bandoulière avec son actrice préférée, Clémentine Célarié. Et ça, c'est vrai, mais qui aujourd'hui, et grâce à Internet, a changé de carrière, interview tout le rap français en se faisant parfois offrir peut-être une paire de Nike Air. Mais je vais laisser ma précieuse camarade Laurence Méride vous résumer son parcours, un document que nous avons nommé Mehdi Maizi, le fabuleux destin numérique d'un jeune chérubin oriental électrique. Mehdi Maizi est né en 1986 en Algérie, mais il a grandi dans l'Oise, au nord de Paris. Et après une école de commerce, il devient consultant, un métier dont il ne parle jamais, peut-être parce que lui-même ne savait pas exactement pourquoi il le faisait. Passionné de rap, il a écrit bénévolement pour le site L'Abécédaire du son. Il a ensuite présenté L'Abécédaire, l'émission sur Dailymotion, et a fait du rap sa spécialité, puis son métier. Au Calme Radio, le podcast No Fun, Une 2 pour le journal L'équipe, audio-produceur pour la plateforme Deezer, et puis Rap Jeu qu'il a créé et animé pendant 3 ans avec un certain Guiran Fall qui est à mes côtés. Et aujourd'hui, il est responsable du rap pour Apple Music, présente l'émission Le Code Radio et vidéo, un destin changé par Internet, mais sans jamais devenir influenceur. Mesdames et messieurs, Mehdi Maizi est dans Réseau pour notre plus grand bonheur. Je crois que je me suis pas trompée, j'ai eu... Non, c'est... J'ai eu un... Oh là là, puis là, avec Vibe derrière. Vous êtes en opération séduction tous les deux, qu'est-ce que vous voulez de moi? On a envie que cette émission soit issue. Vous voulez des iPhones? Oui. Je vais vous enfiler. Vous m'avez eu. Vous m'avez eu. C'est bon. Mehdi, Non, c'est parfait, c'est très juste. C'était parfait. C'est très En même juste. temps, j'étais bien accompagnée pour Oui, il me écrire connaît un peu, il me connaît un peu, c'est vrai. cette introduction. Bon, Mehdi, un jour, t'as dit qu'Internet a changé nos vies. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu le penses toujours? Je le pense, ouais, plus que jamais. Bon, je suis pas seul dans cette situation-là, évidemment, mais oui, c'est clair. C'est-à-dire que je pense qu'on est beaucoup, tu sais, dans genre de ma génération, même de celle d'avant, où on avait parfois des rêves, des objectifs, mais on se disait qu'ils étaient complètement inatteignables. Et c'est même pas pour faire genre c'était dur avant et maintenant c'est facile, pas du tout. C'est juste que moi je pensais vraiment que journaliste rap c'était impossible. Et comme je pense que plein de rappeurs à l'époque se disaient que c'était impossible d'en vivre, ou comme c'était peut-être impossible de, je sais pas moi, d'organiser un grand prix de F4, tu vois, quand t'étais juste un mec qui aimait le gaming à la base en fait. En référence à Squeezie. À ce que vient de faire Squeezie le week-end dernier. Et je pense qu'effectivement Internet, oui, ça a ouvert de nouveaux jobs en fait, ou en tout cas des nouvelles opportunités, des choses qui étaient vraiment impensables avant. Et maintenant je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à faire de leur passion un job, ou en tout cas un centre d'intérêt, etc. Et évidemment que ça a changé ma vie et je crois la vie de beaucoup de gens. Ouais. Moi ce qui est sûr, c'est que tu vois, on dit que je suis journaliste rap, etc. Je serais pas journaliste rap sans Internet. J'aurais pas écrit dans la presse, etc. J'avais pas eu tout ce profil-là, ce parcours-là. Donc en fait, s'il n'y avait pas Internet, j'aurais sûrement été consultant en fait. Et justement, comment t'as commencé sur Internet? En écrivant quand même, mais en écrivant pour l'Abécédaire du son, comme tu le disais. En fait, moi j'ai toujours aimé écrire, voilà, quand j'étais petit. Tu sais qui d'autre a dit ça? Emmanuel Petit, au début de Emmanuel son Petit, autobiographie, il a dit j'ai toujours aimé écrire. Et là j'ai envie de citer Friskerlum. Quand tu dis Emmanuel Petit, c'est pour dire à quel point je suis bousillé par ce truc. Mais ouais, en fait j'aimais bien écrire, mais comme plein de gens. Et quand j'ai vraiment commencé à être piqué par le rap, je pense que tu sais, le rap c'est un truc assez fou comme passion, c'est que t'as vraiment envie d'en être. Et ça semble accessible. Même si ça n'est pas forcément, mais tu te dis oh, ça a pas l'air dur de rapper, ça a pas l'air dur de danser, ça a pas l'air dur d'écrire un article ou de faire du son. Et donc moi j'ai vite compris que j'étais pas bon pour rapper. J'ai essayé comme tout le monde, hein, j'anticipe la question. On verra ça plus tard, on verra ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais oh merde, putain. Donne le bâton pour me faire battre. J'ai essayé de faire du son, j'avais une MPC à l'époque, c'était avant YouTube pour dire à quel point je suis vieux, il n'y avait pas de tuto, jamais sorti quelque chose de cool. Mais comme j'aimais bien écrire, j'ai voulu écrire quoi. Et j'étais fan de l'Abécédaire du son en tant que juste lecteur. J'avais envoyé des chroniques parce que je pensais que c'était là où j'avais le plus ma place au final. Et ils ont accepté. Donc c'est vraiment comme ça quoi. Mais c'est vraiment en mode j'aime ça, j'ai envie le dimanche plutôt que d'aller faire du foot, je voulais aller faire des interviews. Donc c'est vraiment comme ça que ça a commencé en fait. Okay. Et en fait toi c'était pas du tout au départ le but d'en faire un métier. Non, c'était pas du tout le but parce que ça semblait
pas accessible encore une fois. Moi vraiment j'avais mes études, je fais une école de commerce comme Laurence l'a dit, et ça me semblait être la vie qui s'offrait à moi en fait. C'était aussi la vie qui rassurait ma mère, et puis vraiment être journaliste, il y avait un peu ce truc là genre mais il n'y a pas de débouché. Alors journaliste musical, journaliste rap, en vrai à l'époque je pense que l'objectif c'était peut-être je sais pas moi, si je pouvais être pigiste pour Libération, Tsugi, c'était genre le Graal pour un journaliste culturel musical, vraiment. Mais si on prend les exemples de journalistes / animateurs rap, il y avait Fred Musa, Olivier Cachin, figure emblématique et historique, Mouloud qui commençait, etc. Mais en vrai, il n'y avait pas beaucoup de médias rentables, pour ne pas dire aucun. C'était un peu la fin de la presse papier, le début des sites rap qui commençait à marcher, mais vraiment le tout début. Bouscapé, c'était seulement, il commençait seulement à avoir une économie. Et nous, on était vraiment sur un site, la BCDR, qui était quand même vu comme un site de niche où il y avait aucune économie. Je me souviens, une fois, on avait rencontré une régie pub parce qu'on se disait, bon, il y a peut-être moyen de faire un truc. Et ils nous ont dit, vous êtes sympa, c'est cool, mais il n'y a rien à faire en fait pour l'instant. Parce qu'on générait pas assez de trafic sur le site et qu'on cherchait pas à en générer plus. Je tiens juste à dire que Hamza dans mes oreilles, là, c'est super ce qui se passe. Mais voilà, donc non, c'était pas du tout un objectif, non. Et donc en fait, la bascule, elle s'est faite quand l'ABCDR du son a démarré son partenariat avec Dailymotion. Ouais, tout à fait. Que tu as commencé à présenter les émissions. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu avais une stratégie pour continuer à en faire ton métier, à être présent sur les réseaux? Comment tu as utilisé les réseaux? Est-ce que tu as des conseils à donner à des jeunes qui voudraient essayer de changer? Est-ce qu'il y a une manière d'utiliser Internet, des bonnes pratiques? Je sais pas si j'ai des conseils à donner, mais comme je peux juste raconter ce que j'ai fait, effectivement. Et moi, j'avais un exemple. C'est pas prétentieux, hein. C'est juste inspirational. C'est Lil Wayne. Mais c'est pas prétentieux, attention! Non, c'est qu'en fait, genre à un moment, tu vois, quand ça arrive, Dailymotion, etc., et que je me dis, bon, là en fait, je vais arrêter mon taf et je vais essayer d'en faire un truc, pas forcément d'en faire mon métier, je vais essayer d'en vivre. Pendant un an, si ça marche pas, je suis jeune, je reprends mon job. Mais je me disais qu'on m'avait posé la question, c'est quoi ton objectif? J'en avais pas vraiment, à part celui d'être identifié, d'être reconnu en fait. Mais pas en mode connu, juste d'être reconnu dans le milieu. Et j'avais un peu ce truc-là, tu sais, Lil Wayne, genre quand milieu des années 2000, il dit ouais, je suis le meilleur rappeur en vie. Et en fait, il commence à être partout, tu vois. Il refuse rien, il fait tous les feats, il se montre, il est présent. Et moi, c'était pas l'idée d'être le meilleur, pas du tout, parce que ça n'existait même pas. Cette notion de meilleur journaliste, ça veut rien dire. Mais c'était juste d'être présent, en fait. Je voulais un peu me rendre, non pas inévitable, mais tu sais, identifiable. Ce que je n'étais pas du tout avant, puisqu'en fait, encore une fois, comme je disais, des journalistes hommes ou femmes dans le rap identifiés, il y en avait très peu en fait. Donc c'est vraiment ça mon objectif. Donc du coup, ouais, les réseaux, je les ai très vite, non pas compris, ça j'en sais rien, mais en tout cas intégrés dans ma com, tu vois. J'ai très vite été sur Twitter, sur Insta et sur Facebook à l'époque, hein, qui était vraiment un vrai outil de communication, parce que je pensais que c'était utile pour promouvoir mon contenu. Pas du tout au début pour faire en sorte que les gens s'attachent ou pas à ma personne. Ça n'a jamais été une justement, phrase, ce que tu dis, c'est que ça, tu l'as fait par le terrain. Tu allais justement dans les événements pour que les gens s'attachent entre guillemets à ta personne, que tu deviennes identifiable. En fait, je voulais vraiment que mon travail soit reconnu, entre guillemets. Et comme effectivement, ça arrive aussi à une époque où les frontières sont assez fines, tu sais, entre le contenu et le créateur de contenu ou la créatrice de contenu. En fait, les gens s'attachent parfois aux deux, ou tu sais, ils vont suivre le contenu de quelqu'un parce qu'ils aiment la personne, etc. Donc, Donc ça, c'est lié au réseau. Et ça, je l'ai compris tard, en fait, que mon utilisation des réseaux, elle avait un impact aussi sur ce que les gens pouvaient aimer ou pas dans mon contenu. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, il y a des gens qui vont m'arrêter dans la rue, ils vont plus me dire « Ah, lourd la story que t'as faite hier !» Parce que parfois, si t'as une story, tu touches 30, 40, 1000 personnes, c'est plus qu'une vidéo parfois, tu vois. Alors tout le monde, on sait comment regarder les stories, tout le monde n'est pas forcément, concentré sur ce que tu racontes, mais en tout cas, ça touche du monde. Donc tu te rends compte en fait que parfois, il y a même des histoires que je raconte ou des infos que je partage sur les réseaux, mais pas dans les contenus que je vais livrer. Et je crois que c'est ça aussi, ces dernières années qui est nouveau, c'est que la frontière entre le livrable fini que tu donnes, elle est beaucoup plus floue. Tu vois, il y a des gens finalement, moi je me souviens qu'au début je disais ouais, mais un média rap sur Twitter c'est pas un média rap. Un média il doit sortir des articles, sortir des vidéos. Et en fait, j'avais tort je pense, parce qu'aujourd'hui les gens ils vont chercher l'info parfois uniquement sur TikTok, tu vois, uniquement sur Twitter, et c'est du contenu intéressant. Donc je pense que les réseaux en fait aujourd'hui, c'est un moyen qui est inévitable pour partager du contenu. Et il y a même plein de médias qui sont uniquement présents sur Insta. Parfois moi je me suis déjà fait interroger par des médias, je leur dis c'est dispo, c'est sur Insta, tu vois. C'est pas sur YouTube, c'est pas sur un site web. Donc je crois que les réseaux maintenant c'est vraiment devenu
indissociable en fait de ce qu'on produit en fait. C'est comme ça que je le vois. Après, c'est peut-être, tu dis, il y a plus de différence. C'est peut-être parfois, quand tu disais un média sur Twitter, c'est pas le problème. C'est pas un vrai média, machin. Je pense que parfois, ça peut être le truc. Il y a plein de trucs qui se font très bien. Oui, évidemment. Et le truc, c'est que ça met tout à égalité et que parfois, ça demande plus de recherche Tout à fait. de soi pour être sûr, pour aller vérifier, pour savoir est-ce que c'est bien. Je dis pas que tout est génial. Non, bien en sûr. tout cas, c'est-à-dire que moi au début j'avais presque, tu sais, une sorte non pas de rejet, mais de me dire, un média c'est pas ça. Oui. Un média, ça sort des articles, Ouais. ça sort des longs formats ou des petits formats, mais tu vois, et en fait, pas forcément, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, et ça, je l'ai compris même là récemment, tu vois, mais sur TikTok, au début, j'étais comme tout le monde. C'est pas pour moi TikTok, il y a que des chorégraphies. En fait, non, évidemment, il y a ça, et c'est cool, tu vois, mais c'est pas, pour le coup, ça c'est pas pour moi. Mais par contre, il y a plein de choses mortelles, en fait. Oui, bien sûr. Et ça, je l'ai compris tard, parce que c'est un nouveau format, c'est une nouvelle manière de communiquer, de transmettre de l'information, et parfois de l'information qui est essentielle. Donc voilà, du coup, j'ai un peu débordé, je suis désolé, mais c'est pour dire que les réseaux, tout ça, je crois que c'est aujourd'hui presque indissociable quand tu fais des choses. Tu vois, j'ai l'impression que ça veut pas dire qu'il faut se marketer soi, on peut être très discret. Encore une fois, tout à l'heure en introduction on parlait de Squeezie. Squeezie, on sait rien de sa vie privée en fait. Tu vois, genre on sait pas s'il est en couple, enfin on s'en fout. On a su un moment, mais je veux dire, maintenant. c'est pas ça qui est intéressant, tu vois, c'est quelqu'un qui est super pudique sur sa vie, mais pour le coup, il est super suivi sur les réseaux, etc., sans faire 10 000 stories. Mais je crois que c'est juste, ça va ensemble en fait, comme disait. Ça va ensemble. Alpha One. Alpha One. T'es bon, plus 5 points pour toi. Ouais, merci, j'ai gagné. En plus, j'ai inventé ce jeu, c'est Inception, c'est un bordel. Alors, justement, tu parlais de marketing de soi-même. Toi, t'as été beaucoup présent sur les réseaux, énormément. Peut-être parfois même un peu trop. Non, mais à ta propre. On en a déjà parlé, bien sûr. Ouais. Mais en revanche, tu n'es jamais devenu influenceur. Alors que je pense qu'on t'a proposé souvent. Il veut parler d'argent. Évidemment que je veux parler d'argent. Donne-moi une séquence, balance-moi des salaires que t'as refusé pour des collabs. Est-ce qu'on t'en a proposé beaucoup? Est-ce qu'il y a des grosses sommes? Non, pas tant que ça déjà. Mais je vais répondre à ta question. Décevant. Pas tant que ça. En fait, il y a deux choses. C'est que déjà moi, comme j'ai cette chance-là de pas, cette chance, en tout cas ce choix. Je fais pas mon argent sur ça effectivement. Donc du coup, moi quand on m'offre des cadeaux, et j'avoue qu'on m'en offre, je fais des stories sans être payé en fait. C'est-à-dire que du coup, quand tu fais ça, les marques elles disent lui c'est un bon pigeon lui. Donc on lui envoie, il fait des stories. Mais donc et moi je suis ok avec ça parce que de toute façon, via mon statut, via mon contrat, etc. Je suis pas censé prendre de l'argent d'une marque qui va m'envoyer, etc. Donc du coup, moi je fais pas ça. Donc je pense que ça joue dans le fait que j'ai pas tant d'offres que ça parce qu'en fait, on sait que c'est pas là que je fais mon business. On sait que c'est pas besoin de le payer l'autre. On lui envoie deux casquettes, il est content. un t-shirt. Et je pose pas tout, hein, tu vois, mais genre des fois ça me fait plaisir, etc. Donc moi je joue ce jeu-là, j'ai pas de problème avec ça. Deuxièmement, oui, il y a eu des propales, pas tant que ça. Mais il y a eu des choses que j'ai toujours refusées jusqu'à présent parce que c'était pas cohérent pour moi, mais je vais te donner un montant parce que c'est ce que tu veux. Franchement par rapport à d'autres gens, je pense que c'est ridicule, mais pour moi c'est beaucoup. Une fois j'ai refusé vraiment 5000 balles pour, je vais pas dire la marque, mais une pastille, c'est des bonbons en forme de pastille acidulée, je sais pas. Bon, je crois que j'ai très mal décrit le produit. Ouais. C'est pour ça que j'ai refusé. Et non, c'était juste pour faire une story. Tu vois, c'était juste pour une story. Pour dire, non, j'adore pas ces pour ça. bonbons. Non, c'est parce qu'il faisait un truc en lien avec le rap. Donc c'est toujours ça quand même. C'était parce qu'il faisait un truc en lien avec le rap. C'était pour faire, j'aime le rap. pas les pastilles. Non, je sais pas. Il y avait un projet. Je sais même plus. Il y avait un projet avec le rap. Il voulait que j'en parle, etc. Et d'autres gens l'ont fait. Pareil, 2020, 2019, avant que j'arrive chez Apple, il y a une très très grosse marque qui a un moteur de recherche très très connu. D'accord. C'est pas Lycos, voilà, je préfère vous le dire. C'est pas Alta Vista. Et à un moment où bref, et là c'était pareil, il y avait un partenariat qui avait été lancé. Je suis même pas allé jusqu'aux discussions parce que je savais que moi, j'allais rejoindre Apple, il n'était pas question, tu vois, que j'arrive, tu vois, on y est déjà. Donc oui, c'est des trucs comme ça, donc ça arrive, mais on n'a pas eu trop, mais voilà, c'est ça que j'ai refusé, quoi, tu vois. Mais c'est aussi une chance, tu sais, juste de pouvoir justement aujourd'hui d'être dans une situation qui n'est pas précaire, ce qui est quand même le cas de beaucoup de journalistes culturels, ça a été mon cas à un moment. Du coup, j'ai pas à courir après ça, tu vois, et je peux me permettre de refuser ça. Et c'est aussi une chance et un privilège, et j'en ai conscience. Voilà. Et ça me vient, il y a une question qui me vient avec ça. Tout à l'heure, tu disais que du coup, c'est important, évidemment, les réseaux pour promouvoir son travail et un tas d'autres choses. Mais est-ce qu'on se perd pas, justement, quand on est dans cette période où c'est précaire et on a besoin de se faire de la thune, est-ce qu'on se perd pas, est-ce qu'on s'égare pas un petit peu de notre... Tu vois, non, mais il n'y a pas de souci, de notre but en justement s'investissant dans des choses un peu... Pour moi, on touche au doigt un truc, et là c'est une émission à part entière, mais super important et intéressant, c'est effectivement
dans quelle mesure c'est possible aujourd'hui pour des journalistes tout court et encore plus culturels de vivre en fait. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression, et je suis un bon exemple, parce que moi déjà je travaille pour une marque, donc est-ce que je suis encore journaliste? C'est une question qu'on peut se poser, et je pense que pour beaucoup de gens, déontologiquement déjà c'est pas possible. Répondez en commentaire. Voilà, mais c'est vrai, et j'en ai conscience, et j'ai travaillé pour Red Bull avant, donc tu vois déjà la question de la déontologie, elle est un peu balayée par ça. Et je pense que c'est aussi le problème, c'est que aujourd'hui quand tu veux faire des projets un peu ambitieux, etc., malheureusement souvent ça va être Heineken, des plateformes de streaming, etc., qui vont avoir les budgets, et du coup ça pose évidemment des questions d'indépendance. Moi je me sens libre dans mon travail, mais ce serait un mensonge de vous dire ici qu'en travaillant pour Apple je suis l'homme le plus libre du monde, fatalement, même si moi je suis pas le journaliste le plus clivant au monde, donc j'ai pas l'impression d'avoir des barrières, mais évidemment que t'es dans ce truc. Donc ça pose des questions pour la précarité ou l'avenir des journalistes culturels. Ça c'est un vrai sujet qui à mon avis va être de plus en plus présent à l'avenir. Il y a combien la liberté de ton, la liberté de ton, d'esprit, exactement. et puis le but, comme tu dis, parce que là vous travaillez pour nous, vous êtes libre. Il y a vraiment un truc de mission, tu vois. Mais en fait, quand tu travailles pour une marque, c'est le but final quand même, c'est de vendre des produits que tu et de promouvoir la marque. Exactement. Donc ça pose une vraie question. Ouais. Et juste même sur la notion même de journaliste. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Et justement, toi t'es un des rares qui est passé de journaliste à personnalité d'internet, de divertissement. Il y a d'abord eu, on a fait Rap Jeu ensemble, qui était un divertissement. Puis maintenant tu fais de plus en plus de collabs avec des youtubeurs. Ok, je pensais que t'allais parler de choses. Oui, bien sûr. Et tu fais même maintenant des projets rap qui sont presque des projets rap et YouTube, parce que tu as participé à cette magnifique aventure de la Zizi Kaka Mixtape. Oui. Où tu as fait d'ailleurs ton entrée dans le rap avec, pour moi, une des plus belles lignes. Enfin, pour moi, il y a Daniel Lacoué, Danny Dan, que je cite d'ailleurs MC Solar, et puis il y a Mehdi Maizi sur son entrée. Vous êtes sur le point d'être témoin de la puissance du Zizi et aussi du Kaka. C'est superbe. Ouais, tu l'as vécu comment ce moment-là? Akhenaton tremble, voilà. Quand il entend ça, évidemment, là on est sur de la plume, on est sur autre chose, et j'ai pas peur de le dire. Pour moi, je suis dans le top 3 les riches enfants, c'est vrai que. Juste avec ça, là. Ouais, j'ai pas peur de le dire. J'ai envie de te dire oui. Tu sais quoi, tu doubles tes points. Et justement, en tant que journaliste, tu as dit que tu avais fait du rap plus jeune. Non. Tu en as refait. J'ai essayé comme tout le monde, j'ai pas fait du rap. C'était quoi ton nom d'ailleurs? J'avais pas de nom. Oh d'accord. C'était Jazzy Med. Jazzy Med. Oui. Ouais, je l'ai jamais dit ça. Vous avez réussi à avoir une info en 20 minutes, vous êtes très fort. Très fort, 20 minutes première info. Avec également Mitch l'Argentin. Mitch l'Argentin, ça c'est autre chose. Mais est-ce que en tant que journaliste, on va finir là-dessus. Oui. On va te faire écouter ton couplet de la Zizi Kaka Mixtape. Est-ce que tu peux nous faire un retour, une critique de journaliste sur Mehdi Maizi, objectif évidemment, rappeur ex Jazzy Med? Mehdi Mouse, non, je suis littéralement Daniel Lacoué. Cheveux sur la langue comme Ekoué. C'est la Zizi Kaka Mixtape, je viens rapper comme je pose un P. Ta carrière c'est comme Biggie et la daronne, qu'elle repose en paix. Classique. On te respecte, on se souvient du plaid rap d'impliqué. T'es boss personne, tu choisis même pas tes invités. Dépassé depuis 9-7, on peut dire que t'es guéla. J'ai une Rolex à 35, nique sa mère, Jacques Seguela. Ton analyse en creux. Réponse en image. Le public est conquis. Attends, il commence quand même en disant qu'il est au niveau de Danny Dan, quoi, le mec. Non mais c'est une rêve, ça, voilà, parce que je suis amoureux de lui. Mais non, mon analyse évidemment c'est éclaté. Tout le monde peut. Moi franchement la face sur Jacques Seguela, je valide. Non mais moi aussi. Non en vrai moi je trouve qu'il y a des phases cool. Oui. Après évidemment c'est pas un vrai morceau. Enfin si c'est un vrai morceau de rap, mais je veux dire j'ai jamais fait ça de manière sérieuse. Je l'ai fait parce que c'était mes potes et à aucun moment il a été question. Mais tiens, vraie info. Ça c'est vraie info pour vous. On a le temps. Sachez que là, mais vas-y. Attends, non, il y a pas longtemps, sur une plateforme de streaming concurrente que je ne citerai pas, suédoise, j'avais cet été 20 000 auditeurs par mois avec ce morceau-là. Il y a un pote à moi en label qui m'a dit, vraiment, il est venu en DM WhatsApp en mode gros, on fait une douille ou pas. Et il voulait vraiment me signer pour un projet. Voilà. Arrête. Je vous promets. J'ai dit non, évidemment, mais c'est pour vous dire aussi à quel point maintenant c'est facile entre guillemets de signer. Quand on sent qu'il y a potentiellement moyen de faire truc. Donc j'aurais pu prendre une avance, tu vois. Ça c'est un vrai truc que j'ai refusé. Là je pense qu'on parle de plus de 5 000 €, tu vois. Voilà. C'est superbe, au buzzer. Voilà, allez hop, vous l'avez votre TikTok, allez hop. Merde, c'est déjà la fin. On est même en retard. Oui. Désolé Elena. Pardon Elena. Ouais, désolé Elena. Vous allez retrouver Elena pour la musique à Studio 41. Nous, on se retrouve pas demain, mais lundi 16h30 sur Move, toujours dans Réseau. Merci Mehdi, à toi d'être venu. Prenez soin de vous, buvez de l'eau. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.